Bonjour à toutes et à tous. Je suis accompagné de Fabien Jeanneret. Fabien, avec qui je travaille depuis 6 ans et qui dirige en fait la partie pre-sales chez nous et la partie avant qui gérait l'exploitation. Donc on va évoquer des sujets assez qui ont fait l'actualité récemment. Hein. C'est des pannes de data center. Comment s'en prémunir? Comment réduire les conséquences? Comment mettre en place en fait un plan assez fiable de continuité pour reprendre l'activité en cas de crash? Et puis, quels sont les avantages des solutions qui peuvent s'offrir à vous? On va le voir, hein, une solution de backup externalisée, un PRA, un PCA, et puis on finira parce qu'il faut retenir un peu les points de vigilance si vous devez choisir un data center. Alors l'exploitation, alors ça c'est un peu du classique hein, pour certains, mais une exploitation sans bruit de production, ça n'existe pas. Hein. Donc il faut en avoir conscience. Donc l'idée c'est de dire sur un incident data center qui peut être lié sur des problèmes matériels, des de stockage, serveur, des coupures électriques, des problèmes de climatique hein, tout simplement aussi. On l'a vu récemment, notamment avec OVH qui a eu une coupure importante et qui a laissé pas mal de clients en fait dans le noir. Donc il y a quand même un risque et une conséquence pour l'activité des différents profils, hein, que ce soit du web, du SI, du e-commerce. Un data center qui crash, c'est jamais bon. Donc la première solution sur laquelle on va aborder avec Fabien, c'est plutôt le backup externalisé, qui est une solution en termes de prix qui est la plus compétitive. Je te laisse peut-être Fabien la main sur qu'est-ce qu'on entend chez nous, en tout cas sur une première solution qui serait le backup externalisé. Fabien? Je ne sais pas si Fabien nous entend. Fabien, ton micro est coupé. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Bonjour, désolé. Donc, en gros, ce qu'on entend par backup externalisé, c'est que forcément, on va faire un backup hors site de production, donc que ça soit un siège social, un data center ou autre type de société. Donc, en gros, on va backuper en local toujours, hein, et on va externaliser ce backup sur un site distant. Donc, ça peut être un DC, ça peut être du cloud public, ça peut être un autre bâtiment que la société a. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir les backups ailleurs que sur place en cas de soucis sur le site principal. Le coût de cette solution, c'est la moindre, hein, parce qu'en gros, vous allez uniquement avoir besoin de stockage et utiliser la même solution que vous avez pour la partie backup. En revanche, l'inconvénient, ça va être un temps de reprise qui peut être assez long. C'est-à-dire qu'il va falloir restaurer depuis les backups. Donc, selon les volumétries que vous allez avoir à restaurer, ça peut être plus ou moins long. La fraîcheur des données également, qui va être une limite aussi. Parce que c'est-à-dire que vous allez avoir un backup qui a minimum 24 heures. Ça dépend de votre politique, mais bon, en général, tout le monde fait un backup une fois par jour. Donc, c'est un backup qui va donc avoir à minimum 24 heures de fraîcheur de données. Et ça ne se situe pas à un PCA PRA. Donc, c'est-à-dire que si vous avez besoin de devoir reprendre assez vite votre activité, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre une reconstruction des serveurs, c'est-à-dire qu'il faut racheter les serveurs ou les avez en stock, vous mettez le temps de les raquer, de les mettre en place, de réinstaller de re-uploader les machines, les données. Cela va mettre, selon les volumétries que vous avez, 24 heures à 48, 72 heures, voire une semaine ou deux, selon ce que vous allez avoir à remettre en place. Très bien, merci Fabien. Et juste sur la partie, un peu en complément peut-être pour le public, sur la partie notamment nous on utilise Vim en interne, mais il y a des systèmes quand même de backup qui permettent un peu de restaurer de la manière plus rapide. Je ne sais pas si tu peux en toucher un mot rapidement sur ces ce qui est utile, c'est en gros, si on fait que de la virtualisation, du coup, utiliser comme nous, ce que nous utilisons, nos Vim Backup, c'est vraiment la solution la plus simple et la plus rapide pour remettre en place les données et les serveurs, parce que du coup, on fait un snapshot, une copie complète de la machine, donc à un état un instant donné. Donc, du coup, on va le restaurer et toutes les applications sont déjà là, la base de données là, tout est là et tout peut redémarrer, donc avec 24 heures de données en arrière, mais tout redémarre. Que si on fait du backup fichier, donc type backup PC, NetVault ou autre solution de ce type, là, ça veut dire qu'il faut réinstaller
le serveur, l'OS, l'application et après y importer les données qu'on aura récupérées du backup. Donc, du coup, on rajoute du temps à la reprise d'activité. D'accord, merci Fabien. Et du coup, d'après, enfin, de ton expérience, ça s'adresserait à qui plutôt cette première solution en termes de clientèle, en termes d'apport budget, plutôt des entreprises désireuses de se sécuriser, mais avec un budget limité En fait, ça dépend du budget des entreprises. En fait, ça s'adresse à toutes les entreprises. La partie backup, que ce soit avec Vim ou NetVault, peu importe la solution de backup, c'est juste le budget qui va faire en fait, qu'on va choisir celle qui nous permet d'avoir le plus de facilité à restaurer. Vim, ça va inclure forcément, si on a 20 Tera de serveurs avec des 20 Tera de données, ça va inclure qu'on va avoir minimum 20 Tera de backup pour Vim. Que si on fait du backup au fichier TIL avec backup PC ou NetVault, comme je disais, ça, on peut, par exemple, sur les 20 Tera, j'ai que 5 Tera de données, par exemple. Et donc, du coup, là, on va avoir besoin qu'un stockage réduit. Donc, du coup, ça veut dire moins d'achats également pour backuper en externalisé. Donc, ça va vraiment dépendre du budget de chacun. Ok, parfait. Merci pour ces compléments. Sur les backups, sur les points d'attention, bon, c'est toujours bon à rappeler, déterminer les données sensibles de votre entreprise, planifier une stratégie de sauvegarde claire, type de sauvegarde, périodicité, durée d'attention. Tu en parlais tout à l'heure, Fabien. Et le but aussi, c'est de trouver un lieu effectivement sécurisé et de tester, bien sûr, en cas de crash, qu'est-ce que vaut votre backup et comment vous repartez. Là-dessus, si tu veux compléter, mais je pense que tu as déjà fait un bon tour d'horizon sur un peu les best practices. Donc, en gros, pour les points d'attention, en gros, c'est déterminer les points. Qu'est-ce que vous avez comme données sensibles qu'il ne faut absolument pas perdre. Donc, chez vous, par exemple, vous pouvez avoir très bien des serveurs de pré-prod, mais on peut redémarrer sur de la prod, par exemple, à partir de la prod et pas forcément backuper les serveurs de pré-prod pour éviter d'avoir trop de stockage et faire des économies sur le backup. Donc, c'est vraiment déterminer pour vous qu'est-ce qui est sensible dans vos données. Ça peut être tout, la pré-prod également. La stratégie de sauvegarde, donc c'est choisir le type du support. Est-ce qu'on veut de la bande? Est-ce qu'on veut du disque? Sachant que la bande, ça va être un coût un peu plus cher, mais du coup plus sécurisé parce que plus permanent dans le temps, parce qu'elles ont une durée de vie beaucoup plus longue que des disques durs classiques. Sauf que le temps de restauration va être beaucoup plus long. Ça reste de la bande, il faut parcourir une bande de lecture, c'est comme une cassette audio, donc c'est plus ou moins long le temps qu'on veut parcourir pour aller chercher la donnée selon l'endroit où elle va être sur la bande. La périodicité et la durée d'attention qui va faire ça aussi. Si vous êtes sur une rétention classique de 1 an, donc du coup, vous allez avoir besoin de stockage pour conserver 1 an, mais si vous estimez que vos données n'ont pas besoin d'être conservées sur 1 an, vous pouvez faire que 1 mois de rétention. Et comme ça vous permet quand même de revenir assez en arrière si jamais quelqu'un efface un fichier Excel où vous aviez tous vos achats, toutes vos données bancaires, par exemple, ce genre de choses-là, de comptabilité. Et donc là, typiquement, ça vous permet quand même de revenir un petit peu en arrière et retrouver, ou si quelqu'un a fait une modification dans un fichier et qu'il faut revenir à la veille, ça vous permet quand même de revenir assez loin en arrière. Ok, merci Fabien, c'est clair. Et puis oui, c'est vrai qu'il y a le temps aussi de récupération des données sur des solutions qui peuvent paraître intéressantes en termes de prix, mais après en termes de temps pour récupérer les données, c'est un point important aussi à prendre en compte. Le plan de reprise d'activité, qui est la deuxième solution qui s'offre à vous en cas pour éviter une panne de data center, on s'appelle le PRA. Je te laisse peut-être aussi la main sur les avantages de cette solution. En fait, on demande d'un cran par rapport au backup. Alors, l'avantage de cette solution-là, c'est que vous allez avoir forcément 2 sites. Donc, que ça soit data center ou 2 sites dans votre société, vous allez forcément avoir 2 sites pour vous permettre de faire une réplication des serveurs vers votre site de PRA. Et ça veut dire également de double de serveurs. Alors, le site de PRA peut avoir des serveurs un peu moins stuffés, c'est-à-dire moins gros, pour accueillir cette réplication. Parce que, par exemple, comme je disais tout à l'heure, si vous avez la pré-prod, si on est un site de PRA, on veut recommencer assez vite le temps que mon site de prod revienne. On n'a pas besoin de répliquer la pré-production et on peut réduire, du coup, les ressources nécessaires sur ce site-là et quand même faire quelques économies. Mais, donc, du coup, on a besoin de 2 sites nécessaires par défaut. Et donc, ça va être la fraîcheur des données parce que cette réplication, elle va être asynchrone, c'est-à-dire qu'on va faire donc, nous, on utilise, il y a plusieurs solutions, il y a du Zerto, il y a du Vim, toujours avec de la virtualisation. Après, il y a des solutions pour la partie physique également.
Mais du coup, peu importe les solutions qui sont utilisées, la partie fraîcheur des données, là, va être en général de 15 minutes. C'est le temps de restauration de la ligne que vous avez également entre vos deux sites. Donc, les data centers, en général, c'est des fibres, mais entre vos deux sites principaux, si c'est deux sites de société, ça peut être du coup des liens Internet classiques. Et donc, du coup, là, la fraîcheur des données peut être réduite à 30 minutes, 1 heure, selon la ligne que vous avez pour pouvoir et la volumétrie de données que vous avez répliquée. Sachant que cette réplication se fait en fait, ça va pas être une copie à chaque fois complète de la machine, ça va être une copie incrémentale de la machine, de ce qui a été modifié sur la machine. Donc, en cas de bascule, votre site de PRA va être prêt, c'est-à-dire que vous avez déjà les machines disponibles de l'autre côté. Donc, du coup, il va y a juste à y avoir à les activer et pouvoir basculer après sur le lien que vous aurez prévu pour accéder à ce site de PRA. Donc, ça vous minimise la prise de décision durant un incident, c'est-à-dire que vous savez que vous pouvez repartir assez vite. Votre site de production, on ne vous a pas dit, on ne vous donne pas de temps, ça fait 1 heure, c'est tombé, on ne vous donne toujours pas de temps de reprise. Donc là, vous pouvez décider tout de suite de reprendre et vous savez que vous allez, dans les 10 minutes, 15 minutes qui suivent, une fois que vous avez décidé de déclencher, pareil, selon la volumétrie des machines que vous avez à relancer, vous allez pouvoir reprendre une activité tout de suite. On peut le faire également donc sur si vous avez chez vous dans votre société, vous pouvez le faire avec un data center classique comme nous ou avec du cloud public également. L'inconvénient, ça peut être élevé selon plus ou moins du coup au nombre de serveurs que vous allez avoir à répliquer sur le site de PRA. Comme je disais, bien choisir ce qu'on veut répliquer. Est-ce que tout a besoin d'être répliqué? Est-ce que du dev, de la pré-prod, on a besoin ou pas? Il faut faire un test régulier, donc au moins le faire 1 fois par an, à minimum, pour pouvoir vérifier que ça fonctionne bien, qu'on n'a pas de soucis particuliers, que tout bascule bien, qu'on n'a pas oublié un serveur à répliquer. Donc voilà, c'est pour s'assurer de toute cette partie-là. En revanche, il ne faut pas délaisser le backup. Il faut quand même conserver un backup, à minimum en local. Hein. Il faut quand même conserver un backup pour la simple et bonne raison que de plus en plus on rencontre des ransomware un peu partout, hein, c'est surtout ça, ou des virus classiques. Hein. Et du coup, un virus qui pourrait complètement mettre à chaise votre production, comme c'est de la réplication, le site de PRA va être aussi corrompu. Donc, du coup, vous allez vous retrouver avec 2 sites corrompus. Donc, le backup, même si vous avez un PRA, n'est pas négligé, quand même nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de le mettre hors site, comme on faisait dans le premier exemple. Vous pouvez le laisser en local, parce que vous avez votre PRA qui sera disponible, mais il faut quand même avoir un backup dédié. Ok, parfait. On en arrive aussi sur les points d'attention. Hein. Après chaque solution, on essaie un peu de bien définir le périmètre du plan, définir l'infrastructure haute, on en a parlé, bien mettre à jour la procédure, nommer un responsable chez vous en cas de besoin quand on doit appuyer sur le bouton, et puis tester, tu l'as redit, on le répète, mais le test du PRA est hyper important, parfois négligé, et quand il faut appuyer sur le bouton, c'est bien de voir en conditions réelles ce que ça donne. Le PCA, plan de continu d'activité, qui est la troisième, en fait, finalement, qui est le troisième niveau pour vous sécuriser en cas de panne sur un data center. Alors là, de la même manière, je te laisse la main. Et donc là, on est vraiment sur ceinture, bretelle, parachute. Alors, là, c'est une continuité d'activité garantie. C'est-à-dire que vous allez avoir, donc là, ça s'adresse plutôt quand on a des serveurs qui vont être donc répliqués de chaque côté, des systèmes de base de données qu'on peut répliquer aussi des 2 côtés, des services disponibles de chaque côté. Donc là, ça va être plus en général sur des data centers sur lesquels on peut mettre des liens de fibres noires, par exemple, entre les data centers pour permettre des réplications en temps réel. Alors, il y a beaucoup de technologies qui permettent de faire ça. On peut le faire donc soit via directement, vous avez une machine avec des bases de données, vous répliquez vos bases de données. Donc, maintenant, toutes les bases de données permettent des réplications instantanées entre les serveurs. Donc, ça peut être fait à ce niveau-là. Ça peut être fait au niveau virtuel en utilisant des technologies comme VMware vSAN avec de l'hyperconvergé. Ça peut être fait avec des baies de disques, que ce soit NetApp, EMC, HP, enfin peu importe les marques, ils ont tous des systèmes de réplication pour faire. Bien, juste sur la distance, en quoi c'est important d'avoir pas trop une distance
finalement, somme toute assez raisonnable par rapport en fait à la synchronisation. Est-ce que tu peux... Alors, les distances, en général, au-delà de 50 km, on va avoir des latences haute importance et du coup, la réplication va pas être plus importante, mais peut être un peu plus longue. Elle ne pourra pas forcément être en temps réel que un data center qui va être, vous êtes à 10 km, vous avez vos deux data centers ou vos deux salles à 10 km l'une de l'autre, votre fibre est disponible. Et du coup, là, ça va permettre d'avoir une bonne latence et du coup, de permettre une bonne réplication et d'avoir bien vos deux sites en actif-actif. Donc, ce que je disais, par contre, un gros inconvénient de cette partie-là, alors, avantage aussi, non, dans les avantages, c'est aussi le maintien de la visibilité. Vous êtes une grosse société d'e-commerce, de vente en ligne ou de société classique. Vous allez avoir besoin vous voulez que votre visibilité soit maintenue. Également, le PCA est obligatoire dans le sens où si le site A tombe, le site B reprend instantanément. C'est-à-dire que les utilisateurs qui étaient sur le site A vont, au moment de rafraîchir leurs données, vont se retrouver sur le site B. L'inconvénient, ça va être le coût élevé, c'est-à-dire que vous allez forcément avoir ISO périmètre de chaque côté. Donc, si vous avez 20 serveurs d'un côté, vous avez forcément 20 serveurs ISO de l'autre côté pour permettre d'accueillir la même charge, le même public sur votre archi. Il faut aussi, donc, comme je disais, des solutions applicatives adaptées. Exemple, pour les bases de données, il faut bien penser à avoir, donc, pas utiliser, ça n'existe plus normalement, mais un fichier Excel comme base de données, par exemple. Mais tout ce qui va être MySQL, Oracle, Postgre, SQL Server, les bases de données classiques du marché ont toutes intégré des systèmes de réplication qui permettent donc de reprendre instantanément l'activité sur le site de PCA. Et vraiment, la grosse contrainte, c'est le coût qui va être élevé. Et je reviens aussi sur le fait que le backup reste nécessaire dans tous les cas, parce qu'on parle toujours de réplication. Donc, si vous avez un virus dans votre infra et que l'infra est contaminée sur un des sites, elle va être contaminée sur l'autre site également. Donc, la partie backup reste un instantané. Elle ne va pas être obligatoire des deux côtés, mais il faut quand même un backup sur un des sites. Ok, parfait. On en arrive sur les points d'attention, hein. Définir le périmètre du plan, définir l'infrastructure duale, effectuer aussi les tests qui vont bien de bascule et sur une des deux instances pour mesurer le gain du PCA. Le critère de choix, en fait, on le redit encore, hein, c'est votre tolérance aussi à la panne et c'est le coût que représente un arrêt total de votre activité qui est important de définir et qui peut aussi, bien évidemment, du coup, découler un budget lié au fait d'upgrader ou pas sa solution. Les points de vigilance, je te laisse peut-être la main là-dessus, Fabien, sur les choix d'un data center hein, que selon nous, par rapport à ce sur quoi vous devez être vigilant. Donc, et surtout par rapport aussi aux normes maintenant du marché hein, qui les demandent, donc les sécurités d'accès, c'est-à-dire les traçabilités, les autorisations. Donc, ça, en général, dans les data centers, c'est des accès nominatifs sur badge avec présentation de pièces d'identité. La redondance électrique des data centers, donc à un minimum des tiers 3+, au niveau que ça soit ondulation, alimentation multiple qui arrive par plusieurs chemins. La durée de l'autonomie électrique en cas de passage sur la partie onduleur. Typiquement, si on passe sur un onduleur, que ça tombe, tous vos serveurs tombent en même temps, un redémarrage de tous vos serveurs peut vous prendre plus ou moins de temps selon ce que vous avez, le nombre de serveurs que vous avez. La redondance également climatique. Il faut absolument de la redondance climatique. Une salle avec plus de 10 000 serveurs, si vous n'avez pas de clim, c'est comme si vous alliez dans un sauna. Voire plus. Donc, du coup, c'est vraiment important cette partie redondance climatique parce que, du coup, après, les serveurs, vous allez avoir des problèmes de disque, CPU, RAM, carte mère qui vont forcément griller s'il fait trop chaud. Donc, du coup, ou se mettre en sécurité. Maintenant, quand même, avec la plupart des serveurs, il y a quand même pas mal de sécurité au niveau de la chaleur, donc ils se mettent en sécurité. Mais ça peut quand même inclure des problèmes matériels derrière quand vous allez redémarrer. Donc, c'est vraiment nécessaire d'avoir cette redondance climatique. La partie sécurité anti-incendie, donc bien vérifier que dans un data center, quand vous avez votre salle, elle soit bien isolée et bien s'assurer que donc la partie anti-incendie soit présente et bien isoler les autres salles dans un DC. Vous pouvez avoir un incendie dans une salle d'à côté et ne pas être impacté par la chaleur de cette salle ou autre parce que tout est bien isolé.
l'ancienneté du bâtiment et demander aussi un rapport d'incidentologie sur le bâtiment. Est-ce qu'il y a eu des coupures? Est-ce qu'il y a eu des travaux pour refaire, je sais pas, l'isolation par exemple, ce genre de choses-là. Donc bien s'assurer que le bâtiment est bien entretenu en tout cas et vérifier que au niveau incidentologique, c'est pas un tous les mois par exemple. Et bien demander la partie des fréquences de test sur toutes les briques de sécurité, que ça soit électrique, clim. Normalement, ils ont des rapports, ils font des tests, donc ils ont des rapports, ils peuvent fournir des rapports, surtout qu'en cas d'audit, quand vous faites certifier sur des audits ISO 27001, ce genre d'audit, vous allez avoir des rapports à fournir. Donc, si vous avez des data centers, il faut qu'ils vous les fournissent. Sachant que normalement, un bon data center le fait trimestriellement. Tous les trimestres, il y a un test électrique, climatique qui est fait. Donc, pareil sur toutes les voies, donc les deux voies d'arrivée, la voie A, la voie B. Donc, toute cette partie-là est testée, en tout cas dans la plupart des data centers trimestriellement. Ok, merci Fabien. Je pense que c'est plus clair pour tout le monde. On peut aussi rappeler que régulièrement, on est amené parfois à changer data center. Donc, c'est aussi parfois, en raison de la vétusté, il faut pouvoir faire le switch. On en reste à votre disposition. On a fait un peu plus court que prévu, donc on a du temps pour les questions et on reste à votre disposition.